Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour et merci à Édouard Weintraub qui va animer aujourd'hui cette conversation. Édouard, vous êtes critique cinéma, vous êtes aussi directeur de programmation du Festival international du film indépendant de Bordeaux et aujourd'hui vous allez nous parler du film Les lundis au soleil. Exactement, Los lunes al sol, en version originale. Alors, Les lundis au soleil, qui a été un énorme succès en Espagne et je crois un beau succès international, est un film très, très étonnant dans la filmographie générale mondiale. C'est un des rares films qui parle non seulement du sort d'un ouvrier, mais de plusieurs ouvriers et de l'après, d'une après-lutte, c'est-à-dire de ce qui s'est passé après une lutte qui a été un échec, mais qui a été une lutte très forte. C'est celle des ouvriers des chantiers navals, on peut dire de la côte nord de l'Espagne, puisqu'en fait, ça mêle des événements qui sont passés à Gijón, dans les Asturies, d'où, par exemple, dans le film, il y a des images de documentaires, enfin des images qui ont été prises pendant une bataille. Ça, on peut dire que c'est une vraie bataille, une bataille à coups de pierre et à coups d'engins fumigènes entre les ouvriers, justement, des chantiers navals de Gijón et la police. Alors ça, c'est une des matrices un peu de l'histoire. L'autre matrice, c'est la violente désindustrialisation de Vigo. Alors Vigo, c'est en Galice, c'est au bout vraiment de l'Espagne. Et c'est là qu'a été tourné vraiment le film. Donc, c'est le mélange de ces deux luttes avec deux personnages principaux qui sont joués respectivement par Javier Bardem et Luis Tosar, qui sont inspirés par deux syndicalistes qui ont mené les luttes à Gijón. Donc, comme la désindustrialisation du nord de l'Espagne et spécialement la fermeture des chantiers navals, en fait, elle s'est passée quasiment de la même façon un peu partout. Le réalisateur du film, qui est aussi son scénariste, Fernando León de Aranoa, et l'autre scénariste, qui est Ignacio del Moral, en fait, ont puisé dans les deux histoires pour raconter cette histoire, qui est donc l'histoire d'une bande d'anciens ouvriers, pour la plupart anciens ouvriers, donc quelques années, quelques mois, enfin 2 ou 3 ans après la fermeture violente de leur chantier naval. Et tout l'art de Fernando León de Aranoa, qui était alors un très jeune cinéaste, il avait 34 ans quand le film a été terminé. C'était son 3e long métrage. Il avait travaillé avant la télévision, mais c'était quand même un nouveau venu au niveau international, en tout cas. Il avait fait 2 films deux longs métrages qui avaient été remarqués en Espagne, La Familia et Barrio, mais aucun au niveau de Los lunes al sol, que nous évoquons maintenant. Los lunes al sol, ça a été vraiment un gros choc parce qu'encore une fois, Fernando León de Aranoa a réussi à raconter une histoire collective, celle de toute une région quasiment et de toute une partie de la classe ouvrière espagnole à travers, on pourrait dire, 2 personnages de premier plan ou 3 personnages de premier plan et puis 4 ou 5 autour. Et tout ça des gens qui se rencontrent régulièrement dans un bar qu'on appelle la navale, mais qui ont aussi leur vie chacun de leur côté. Et donc, en faisant des individuations différentes et des fois assez contrastées, il y a le célibataire très fier d'avoir mené la lutte, il y a l'homme marié qui est inflexible, mais qui du coup ne s'aperçoit pas qu'il est en train de casser son couple en même temps qu'il a été cassé par l'échec de cette lutte. Il y a l'autre homme marié qui, lui, malgré son âge, c'est le plus âgé de la bande, enfin, c'est le plus âgé en tout cas du trio principal, va essayer de trouver un nouveau travail, mais les nouveaux jobs qu'on offre, c'est des jobs qui sont liés à l'informatique. Et lui, il a été ouvrier toute sa vie, donc il essaye de se faire
tutorisé, si j'ose dire, par son fils, qui est un post-adolescent, un jeune adulte, et qui connaît toutes ces histoires d'informatique. Et puis, il y a deuxième cercle, si on peut dire, il y a un Russe qui est joué par Serge Rabukin, qui va raconter son histoire, j'y reviendrai. Il y a un vieux ouvrier espagnol alcoolique, Amador, dont le destin est réellement tragique. Et puis, il y a deux autres personnages encore plus derrière, si j'ose dire, qui sont l'un à retrouver du travail, mais avant, il était donc ouvrier, maintenant, il est agent de sécurité. Et puis, le dernier est quand même très important, Rico, parce que c'est le patron du bar où, justement, tout le monde se rencontre régulièrement dans le film et s'alcoolise largement. Et on peut sans doute penser qu'il s'alcoolise assez... enfin aux frais en partie du patron, donc, qui lui-même est un ancien ouvrier justement des chantiers navals, mais qui a accepté de prendre l'argent qu'on lui donnait et de le réinvestir et de changer de vie. Voilà, et donc il y a au travers de tous ces personnages, il y a un peu toutes les franges de cette classe ouvrière des Asturies d'un côté, et donc concrètement là, de Galice, qui a été cassé, dont non seulement le mode de vie, mais le mode de représentation a été cassé, la culture a été brisée, et même, on le verra peu à peu dans le film, les liens de solidarité ont été peu à peu brisés. Et c'est assez rare, en fait, dans le cinéma mondial. On voit très peu de films comme ça. C'est-à-dire, en gros, moi, ceux qui me viennent à l'esprit, il y a évidemment les films de Ken Loach. Je connais aussi 3 ou 4 films américains qui parlent de ça. Mais il y a très, très peu de films. En plus, la réussite de ce film, ce qui a fait que ce film a été non seulement un film réussi, mais un film populaire, c'est d'arriver à faire incarner tous ces personnages d'ouvriers brisés par une lutte qui a échoué, par des acteurs qui sont des acteurs de premier plan du cinéma espagnol. D'ailleurs, si on regarde le générique de ce film, on peut dire qu'on a une sorte d'éventail de ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'il y a eu et ce qu'il y a encore de meilleur dans le cinéma espagnol dans les 30 dernières années. Les acteurs, on y reviendra, mais les producteurs aussi, les producteurs qui sont le principal, Elias Querejeta, non, pardon, Elias, ça c'est toujours difficile à prononcer, même pour quelqu'un qui parle normalement espagnol. Querejeta, voilà, Elias Querejeta, qui est un très grand producteur, qui a été le producteur de Carlos Saura dans ses plus grands films, de La Casa a Ana y los Lobos, donc qui est vraiment, qui a été aussi le producteur de Victor Erice, qui est vraiment un producteur qui a été très très important et qui était un homme très à gauche, qui est mort en 2013. Et donc en 2002, il était encore en pleine forme, un ancien joueur de football du Real Sociedad, devenu d'abord acteur, cinéaste, puis producteur. Et c'est comme producteur vraiment qu'il a laissé sa marque avec une cinquantaine de films qui sont presque tous des films importants. Et il a suivi Fernando León de Aranoa, donc le réalisateur, et il lui a permis réellement de mettre sa marque sur ce film. Les autres producteurs, moins importants que Elias Querejeta, sont un autre Espagnol que vous connaissez peut-être si vous suivez les affaires du football, puisque c'est João Mourur, le patron de Mediapro, Mediapro qui est la boîte hispano-chinoise maintenant, qui a passé un accord avec la Ligue nationale de football, accord qui a échoué et qui est en train de mettre à genoux le football français. Donc, João Mourur
c'est un producteur qui était très actif. Mediapro a été très actif dans le cinéma, maintenant c'est dans la télévision. Lui-même a été militant d'extrême gauche sous le franquisme. Ensuite, il est devenu nationaliste catalan. Et aujourd'hui, donc, c'est un des pontes sur les droits télé du football. Le dernier producteur important est un Italien, Andrea Occhipinti, et je crois que c'est intéressant que ce soit un Italien, quelqu'un en plus qui est très lié au cinéma italien, qui a travaillé comme acteur avec Ettore Scola, parce qu'il y a une ambiance un peu italienne dans ce film de Fernando León de Aranoa. Fernando León de Aranoa, c'est un cinéaste qui s'est toujours intéressé disons, à mettre sur écran l'histoire des classes populaires et des gens du peuple, avant donc de faire ce film qui est sans doute son meilleur, je crois. Il avait donc fait déjà deux films très intéressants, La Familia et Barrio, qui étaient sur des gens aussi du peuple. Et juste après, il va faire Princesas, qui est l'histoire de deux jeunes prostituées madrilènes. Il a fait aussi un documentaire remarqué sur les zapatistes. Et il y a 2 ans, je crois, il a fini un autre documentaire qui est assez passionnant sur la naissance de Podemos, qui est le parti le plus à gauche en Espagne. Et c'est un film qu'on devrait montrer déjà presque dans toutes les écoles de sciences politiques, parce qu'on y voit le grossir, si on peut dire, même avec des gens qui ont beaucoup de bonne volonté, l'écart entre les promesses, les rêves et puis l'activité réelle des partis politiques. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui s'intéresse à son pays, à la réalité sociale et politique de son pays, et qui a le talent pour ensuite non seulement ne pas en rester à un vœu, mais à le traduire d'une manière qui est agréable pour les spectateurs. Il a, pour ça, il est presque unique dans le cinéma espagnol. Il y a Isiar Bollain, qui est une cinéaste, une femme, qui est, je trouve, assez proche au niveau justement de la conception du cinéma et de la conception du rapport à l'histoire sociale, du cinéma et de l'histoire sociale, assez proche de Fernando León de Aranoa, et tous deux sont de la même génération. Ils sont nés en 67-68. Fernando León de Aranoa donc, a su, là, diriger des acteurs qui étaient en pleine ascension et qui sont restés des acteurs stars en Espagne. Javier Bardem, qui joue le rôle de Santa. Santa, c'est le célibataire, c'est un peu le héros de la classe ouvrière. C'est quelqu'un qui se veut inflexible, qui est poursuivi en justice parce qu'il a cassé un lampadaire pendant les bagarres de rue qui sont assez violentes et dont on voit des images puisque Fernando León de Aranoa a inclus dans son film des images d'actualité ou des images qui ont été prises par les ouvriers durant des affrontements de rue à Gijón, après la fermeture des chantiers navals de Gijón. Et c'était des bagarres très violentes. Je disais tout à l'heure que Fernando León de Aranoa s'est inspiré de 2 luttes, donc celle de Gijón et puis celle en général de Vigo, qui sont sur Vigo, ça s'est, disons, passé les luttes de manière plus longue. Et il s'est inspiré aussi de deux personnages que je voudrais citer parce que c'est pour leur rendre hommage, c'est 2 syndicalistes de ces chantiers navals, Cándido González Carnero et Juan Manuel Martínez Morala. Et ces deux syndicalistes ont été condamnés à 3 ans de prison pour des bagarres de rue, qui étaient ces bagarres contre les policiers. On a appliqué donc aux dirigeants syndicalistes, là c'est de Gijón,
des lois et une jurisprudence qu'on appliquait généralement à ETA. C'est-à-dire, on en a fait des terroristes. Et le gouvernement de l'époque, là, c'était Aznar, mais je pense que il n'y a pas eu, dans les luttes syndicales, malheureusement, les ouvriers espagnols n'ont pas eu à affronter seulement la droite, le Parti populaire de Aznar, mais des fois aussi le PSOE, ont été très durs dans la répression de ces syndicalistes. Ce qui est intéressant, c'est que Fernando León de Aranoa a gommé cette partie un petit peu, ou du moins l'a adouci, c'est-à-dire en gros, on est quand même extraordinairement touché par le sort, par la vie brisée de ces anciens ouvriers des chantiers navals, mais il n'est pas monté jusqu'à, on pourrait dire, l'extrême qui était la condamnation dans la réalité des syndicalistes. Il en est resté à ces vies brisées. Je vais y revenir, certaines se terminant de manière tragique sur l'écran. Et ainsi, ça lui a permis aussi de mêler le drame qui était vraiment réel de ces vies d'ouvriers brisés, de cette existence qui a été niée par la disparition de leur outil de travail, avec parfois des instants de comédie, quand il s'agit quand même de vivre bien même des moments difficiles. Et il y a des scènes qui sont drôles, notamment Reina, qui est celui qui a retrouvé du travail et qui est agent de sécurité au stade de Vigo, permet à ses copains de voir un match en se mettant sur un monticule derrière les tribunes. Le seul problème, c'est qu'ils ne voient que la moitié du terrain. Et là, il y a une scène assez drôle où nous devinons, comme eux, ils doivent deviner ce qui se passe dans l'endroit où ils ne peuvent rien voir. Voilà. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi, comme on dit, la sous-traitance d'un babysitting par Santa dans une maison bourgeoise, qui est très drôle, parce que alors, non seulement c'est donc une jeune fille qui est chargée de garder un petit môme d'une famille aisée, et elle a envie de sortir, et donc elle offre à Santa, qu'elle connaît bien, la possibilité de gagner un peu d'argent, et puis elle, ça lui permet de partir. Et donc, c'est lui qui va garder l'enfant. Mais alors, comme la maison est grande et qu'il y a un très beau jardin et qu'il y a beaucoup d'alcool, il invite tous ses copains à venir boire un coup avec lui. Et donc, ça devient une sorte de soirée avec l'enfant qui regarde un film d'horreur, d'ailleurs, qui lui est interdit normalement, et puis les adultes qui racontent leur vie, ce qui nous permet un petit peu, d'ailleurs, de connaître certains qu'on connaît moins bien dans le film. Voilà, il y a toujours des notations. Il y a, je trouve, ce qui est un peu le miracle, c'est pas le mot, mais le grand succès de ce film, c'est d'avoir réussi à mêler un destin général qui est assez effrayant, qui est celui de tous les ouvriers, on peut dire, d'Europe occidentale, et même pas seulement Europe occidentale, mais je veux dire, c'est une situation qu'en France, on a connue en Lorraine, dans le Nord, qu'on connaît encore, parce qu'il y a encore des usines qui ferment, Bridgestone, il y a peu de temps, et dans d'autres pays, c'est la même chose. Et là, on le voit, et c'est terrible. Et à la fois, il y a la possibilité, comme c'est des vrais personnages qui sont faits vraiment, qui ont du nerf, qui ont de l'envie, qui ont encore une vie, ils arrivent encore à parfois nous faire rire, et ils ont des histoires aussi terribles. Alors tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Santa, qui est l'inflexible, et un petit peu celui qui entraîne tout le monde, c'est celui qui est donc incarné par Javier Bardem. José, qui est joué par Luis Tosar, lui, il a un problème important, c'est ses relations avec son épouse, qui travaille dans une usine de conditionnement du poisson, et avec qui il s'entend très mal parce qu'il est tellement sujet à des explosions de colère
qu'il ruine les espoirs de son épouse d'avoir un emprunt, enfin un prêt par une banque. Comme il ne supporte pas la morgue réelle des employés de banque vis-à-vis de lui, il fait un scandale, mais ça ne peut pas arranger les affaires du couple. Et peu à peu, ce couple se distend. Le pire, c'est ce qui arrive à Amador, qui est un peu le plus vieux de la bande, qui est l'ouvrier le plus âgé, qui est aussi très vite, on comprend, celui de la bande qui est le plus imbibé d'alcool. Et qui a toujours interdit à ses camarades d'aller chez lui. Et un jour où il est trop sous, le personnage de Javier Bardem qui est joué, s'appelle Santa dans le film, le ramène et il s'aperçoit que chez lui, c'est une catastrophe. Il habite au 4e étage d'un HLM et il n'a pas fait le ménage ou la vaisselle depuis des mois et des mois, tout en disant, il disait que sa femme était partie, mais en fait elle est partie définitivement, alors que lui racontait que sans doute elle allait revenir. Il vit dans une crasse impossible et il n'a même plus d'eau courante. Ce qui est une révélation pour Santa, qui a quand même réussi à s'arranger pour vivre lui dans une petite chambre meublée, pour avoir une vie sexuelle assez débordante, et qui est peut-être le personnage justement qui a la vie la moins dure, même si elle est très dure, parce qu'il n'a pas, pour gagner sa vie, il est obligé de distribuer des prospectus, mais au moins il a encore la volonté de se battre, mais vraiment de se battre, c'est-à-dire sans éclat de colère comme José, simplement en tenant bon et en étant fidèle à ses engagements du début. C'est d'ailleurs le sujet de discussion importante et des fois houleuse au café entre ceux qui veulent s'adapter et trouver un moyen de vivre quand même leur vie et ceux qui ne veulent pas donner cette satisfaction au patronat et enfin, leurs adversaires sociaux et politiques. Donc, il y a le souvenir, on sent bien, d'une lutte où tout le monde a été frère. Et quand le film commence, et c'est pareil quand il se termine, c'est-à-dire quand le film se déroule, il reste de l'amitié, mais il n'y a plus la fraternité de combat qu'il y a eu pendant les quelques semaines où ils ont les quelques mois même, où ils ont affronté leur patron et ensuite la police espagnole. Et c'est un peu aussi sur ces fractures qu'essaye de filmer Fernando León de Aranoa, mais sans aucun cynisme, avec une grande empathie pour ses ouvriers, et ce qui fait qu'il y a un certain héroïsme qui transparaît. C'est un héroïsme de gens qui ont perdu la partie, mais qui se battent pour garder leur dignité. Et certains, pas tous, presque tous quand même, dans le film, vont y arriver, par des biais totalement différents, mais vont y arriver. Il n'y en a qu'un, c'est donc le plus ancien, celui dont je parlais tout à l'heure, qui s'abîmait un petit peu dans l'alcool et qui habite dans un appartement absolument terrible, qui lui va très mal finir. Les autres vont retrouver un petit peu d'espoir ou de dignité. Et c'est encore une fois, dans le cinéma contemporain, c'est cette façon de montrer les ouvriers en lutte et après la lutte et après leur défaite, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et d'être de leur côté, c'est encore une fois extrêmement rare dans le cinéma mondial et aussi dans le cinéma espagnol, il faut bien le dire. Il y a des moments absolument éblouissants dans le film, c'est-à-dire, et évidemment peut-être le plus éblouissant, c'est la fin, puisque
un lundi, puisqu'il faut bien justifier le titre, les lundis au soleil. Un lundi, ils vont se retrouver au soleil au milieu de la baie de Vigo, ayant, comment on pourrait dire, détourné, non, enlevé, chippé, volé un transborder pour aller jeter en pleine mer les cendres justement de leur ami Amador, celui, encore une fois, qui était le plus animé de tous et qui a fini par se suicider. Et alors, non seulement ils ne savent pas faire marcher le bateau, mais en plus, ils ont oublié les cendres. Et voilà, le film se termine au soleil avec 3 lascars qui prennent le soleil, mais qui sont pleins d'amour pour leurs amis. Ils sont pleins d'amour chacun entre eux, et encore avec toute leur dignité, ils l'ont montré avant. Donc Santa, Javier Bardem, en restant indomptable malgré les apparences, il est condamné parce qu'il a cassé un lampadaire pendant la lutte à le payer, il le paye, et comme il l'a payé, il se sent libre d'aller en recasser un autre. Le deuxième, Luis Tosar, donc José dans le film, va réussir à émouvoir son épouse en racontant simplement l'histoire d'Amador, donc cet ouvrier qui lui s'est tué, et son épouse qui est jouée par une actrice qui est vraiment peu connue en dehors de l'Espagne, parce que c'est avant tout une actrice de télévision, Nieve de Medina, qui est une actrice absolument extraordinaire. Et c'est intéressant parce que c'est un film très masculin, et en même temps, les personnages féminins existent en tant que tels. Et d'ailleurs, dans l'esprit de Fernando León de Aranoa, ce film-là, c'est-à-dire Los Lunes al Sol, et le prochain, où les femmes sont les personnages principaux, Princesas, qui est donc un film de 2004, je crois, donc 2 ans après celui-là, ou 2003, qui raconte l'histoire de 2 jeunes prostituées madrilènes, faisait partie d'un diptyque, c'est-à-dire d'un côté les hommes, de l'autre côté donc les femmes. Mais dans ce film, qui est un film très masculin, où les ouvriers ont la culture des ouvriers espagnols de l'époque, une culture assez machiste, les femmes sont présentes, en tout cas par Nieve Medina et par une jeune actrice. Et Nieve Medina, c'est quand même la femme qui joue le rôle de la femme de José, elle réussit à construire un personnage qui nous émeut encore plus que les autres, et qui à la fin d'ailleurs, dans son combat à elle, qui est un combat pour récupérer, même pas, elle a baissé les bras par rapport à son mari, mais elle va quand même réussir à récupérer ce mari très blessé, et disons avoir un espoir de pouvoir continuer sa vie avec lui. Voilà, c'est un film qui montre à la fois les défaites, la manière dont des vies ont été brisées, mais aussi dont ces gens qui ont vu leur existence brisée continuent non seulement de vivre, mais d'espérer, et surtout gardent leur dignité. Et encore une fois, malheureusement, c'est un fait trop rare dans le cinéma européen, ou espagnol d'ailleurs même aussi, et il faut le noter. Et en plus, encore une fois, avec un style, un mode de récit qui fait que ce film a été un énorme succès. Je parlais de l'engagement politique du producteur principal, donc Elias Kellekreta, qui a donc été un grand militant antifranquiste, qui a été le soutien de Carlos Saura, de Víctor Erice, aussi de Manuel Gutiérrez Aragón, enfin quasiment tout ce qu'il y a eu comme cinéaste critique à la fin du franquisme. Il faut rappeler que Javier Bardem lui-même vient d'une famille d'artistes antifranquistes. Son oncle était Juan Antonio Bardem, le cinéaste, le réalisateur de La mort d'un cycliste,
le film le plus important dans les années 60 du cinéma espagnol, un film très critique vis-à-vis du franquisme. Juan Antonio Bardem, donc son oncle, était un militant communiste. La mère de Javier Bardem, Pilar Bardem, était une grande actrice, enfin elle est toujours d'ailleurs, une grande actrice espagnole qui a fait surtout sa carrière au théâtre, mais elle aussi était une militante antifranquiste de choc. Javier n'a pas eu le temps d'être militant antifranquiste puisqu'il est né en 1969, donc quand Franco est mort, il avait 7 ans, 6 ans même, donc ça des difficultés à militer de manière trop forte contre Franco. Mais voilà, c'est un film qui naît réellement d'un terreau, et d'un terreau de la gauche espagnole. Et c'est un film, encore une fois, magnifique, humain, parfois drôle, souvent triste et mélancolique, et extrêmement bien interprété. Et c'est peut-être un modèle pour le cinéma européen. Lui-même, sans doute, ce film s'est inspiré sans doute du cinéma italien de la grande époque, de la comédie italienne des années 50 dans son versant le plus politique. Je suis d'ailleurs du côté des Torre Scola, où ça c'est les années 60-70, ou avant de certains films écrits par Zavattini pour Vittorio De Sica. Voilà, moi c'est un de mes films préférés. Je l'ai revu il y a peu de temps et j'ai trouvé ça encore une fois émouvant et fantastique. Voilà. Je n'entends rien. Hein. Merci beaucoup, Édouard. Je ne vous entends pas. Tu m'entends, Joël? Oui, j'entends, mais très peu. Pardon, sans le casque, ce sera mieux. Bien. Merci beaucoup, Édouard. Du coup, non. Est-ce que Annie, Françoise, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, le réalisateur? Alors, comme autre film. Donc avant celui-là, il avait fait 2 films qui s'appelaient Familia, qui avait gagné un Goya. Donc les Goya, c'est les Césars espagnols, qui avaient gagné le Goya du meilleur débutant, du meilleur réalisateur débutant, du meilleur premier film. Ensuite, il a fait un autre film qui s'appelle Barrio, qui est un film qui se passe, Barrio, c'est-à-dire quartier, donc qui est un peu la vie de jeunes gens, de jeunes gens agités dans un quartier de Madrid. Donc ensuite, il fait celui-là, c'est le 3e long métrage. Ensuite, il fait Princesas, donc qui est le portrait de 2 prostituées. Ensuite, il va faire pas mal d'autres films, dont un que j'avais montré à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, qui s'appelait Perfect Day, avec Benicio del Toro, Mélanie Laurent, je ne sais plus, quelques autres acteurs importants, qui était un film plus international. Et puis il a fait 2 documentaires, un sur les zapatistes en 2001 et un sur la naissance de Podemos, mais je ne me rappelle plus le titre, je crois que ça s'appelait Leçon de politique, quelque chose comme ça. Voilà. C'est un cinéaste en activité, il n'est pas très vieux, hein, il a 52 ans, donc il a encore, à mon avis, pas mal de films à faire le jour où on pourra refaire des films. Merci beaucoup à tous. Merci Édouard de nous avoir éclairé sur ce film. C'était très intéressant et à très bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt et passez une bonne journée. Bonne fin de journée maintenant. Merci. Ouais. Merci Édouard. À bientôt.